Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde consacrée à la présentation de la très attendue nouvelle norme sur les achats responsables. Donc je me présente, je m'appelle Charles Cohen, je suis journaliste chef de rubrique pour le mensuel Décision Achat. Peut-être que vous connaissez ce mensuel donc destiné aux acheteurs publics comme privés et édité chaque mois par le groupe Edicialis. Voilà, donc là on va discuter un petit peu de cette nouvelle norme sur les achats responsables en compagnie de deux experts, donc Meryl Aubrin et Gérard Capelli. Donc Meryl Aubrin qui est chef de projet à la délégation régionale Île-de-France de l'AFNOR et Gérard Capelli du cabinet Croissance PMI, spécialiste du conseil en management et stratégique et RSE. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Meryl Aubrin. Donc peut-être, pour commencer, vous pouvez un peu vous représenter, présenter l'AFNOR et nous expliquer pourquoi cette nouvelle norme sur les achats responsables. Alors bonjour à tous. L'AFNOR, l'Association française de normalisation, donc nous avons par décret un rôle à jouer de représentation française de la normalisation au niveau européen et au niveau international. Donc nous sommes membres de l'ISO, membres du CEN, le Comité européen de normalisation, et dans ce cadre, nous sommes chargés de recenser les besoins et les attentes des acteurs privés, publics, associatifs autour d'un certain nombre de sujets et de pouvoir élaborer des textes, des référentiels, des normes qui permettent à chacun de mieux fonctionner ensemble. Et ce sur l'ensemble des sujets que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne et dans la vie des entreprises et des organisations. En ce qui concerne les achats, j'ai envie de dire, ça ce pronostic a été identifié dès 2008 avec un besoin de clarifier ce qu'on entendait à l'époque au niveau des achats durables. On parlait beaucoup de développement durable, on avait déjà des référentiels, notamment le référentiel français sur le SD 21000. En cours de rédaction, la norme internationale ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations, qui faisait le lien entre les organisations et le développement durable, donc des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Un besoin de la profession des acheteurs qui voulait un outil opérationnel, donc une lecture du processus achat à travers la grille des différents référentiels qui traitaient du développement durable. Et donc dès décembre 2009, on a eu un premier outil qui est sorti. Ce premier outil a dû attendre, j'ai envie de dire, quelques mois avant que le 1er novembre 2010 sorte la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale. Et sous impulsion des services de l'État concernant les achats, des décisionnaires, des acheteurs français, nous avons relancé les travaux de normalisation autour cette fois des achats responsables. Donc ça a été une révision du premier document pour avoir un outil pragmatique et opérationnel du processus achat au sein des organisations. Donc en fait, la valeur ajoutée de cette norme, c'est de s'appliquer strictement aux achats responsables, contrairement à l'ISO 26000 qui était un peu plus large. On peut dire ça comme ça ? L'ISO 26000 est une norme de stratégie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une norme de stratégie ? Ça veut dire essayer de se positionner dans le long terme, au niveau global, sur des enjeux clés pour les organisations. Pour les entreprises, ça veut dire essayer d'imaginer son développement dans 10 ans, dans 20 ans, donc avoir une vision long terme, ce qui n'est pas du tout évident, encore moins dans ces périodes mouvementées. Et c'est se positionner sur le fait qu'on a un capital, non seulement un capital économique, mais un capital naturel, environnemental, social, humain, qu'il va falloir prendre en compte, replacer aussi ce contexte de développement durable au sein de l'entreprise et de sa stratégie de développement. Donc c'est vrai, du coup, l'ISO 26000 a des enjeux très vastes, complexes, mais qui s'articulent complètement dans le sens où on veut ancrer l'organisation au sein des communautés, du territoire dans lequel elle se trouve. Alors bien sûr, grâce à ça, on a senti un besoin d'un certain nombre de secteurs d'activité qui ont eu envie de traduire l'ISO 26000 au regard de leur propre profession. Et puis certaines fonctions, elles, ont senti le besoin de traduire pour leur processus qui leur était propre, leur propre outil de lecture de la norme ISO 26000. Et donc, la fonction achat ont été, j'ai envie de dire, les premiers quand même à lancer l'idée d'avoir un outil pragmatique pour appliquer la norme ISO 26000 au quotidien.
Très bien. Monsieur Capelli, vous avez fait partie notamment de ce groupe de travail visant l'élaboration de cette norme. Peut-être nous expliquer comment s'est organisé ce travail justement au sein de ce groupe, qui en faisait partie, et peut-être revenir sur le contenu réel vraiment de cette norme et autour de quel volet elle se structure. D'accord. Donc en fait, le groupe de travail était un peu à l'image des groupes de travail internationaux pour l'ISO 26000. Donc ça veut dire un groupe de travail multi-parties prenantes, avec des entreprises, des grandes, des petites. Donc les entreprises, elles sont à la fois clientes et fournisseurs, avec d'autres organisations, des associations de consommateurs, des ONG, avec le monde de la recherche, de l'enseignement, avec des syndicats. Bref, toutes les parties prenantes étaient représentées dans ce groupe de travail. Nous étions 70-80 au départ. Et nous avons à la fin, dans la rédaction finale, nous étions un groupe de 25-30 personnes à finaliser ce document. Et quand je dis ce document, en fait, ces documents, puisqu'il y a une norme, on insiste dans le groupe de travail sur ce point-là, c'est une norme, mais c'est deux documents qui sont liés. Le premier est un document de type politique stratégique, donc pour reprendre les termes de Meryl, on est dans le monde de la gouvernance. Et donc, le premier document est un document qui est destiné essentiellement aux dirigeants des organisations, des entreprises notamment, et autres organisations, et aux directeurs achats, particulièrement. Et le deuxième document est plus opérationnel. Il est destiné à tous les utilisateurs, prescripteurs, parce qu'on parle bien sûr des acheteurs avant tout, mais également les prescripteurs d'achat de biens et de services. D'accord. On peut dire que finalement cette norme c'est un outil vraiment opérationnel, ça veut dire que ça va vraiment aider les directions achats à introduire les achats responsables et implémenter une politique en la matière dans l'entreprise. La réponse est clairement oui pour deux raisons toutes simples. Je suis passionné par ce sujet, donc on pourrait dire que je ne suis pas tout à fait objectif puisque j'y ai participé, mais il y a deux raisons toutes simples. La première, c'est que si vous donnez une norme ISO 26000 à un acheteur, c'est 146 pages. Et soit il est passionné, il va passer ses nuits sur le sujet et ça lui sera utile, soit il est normal et il a besoin d'un outil effectivement plus opérationnel. Donc la raison d'être de cette norme est là, c'est effectivement appliquer, décliner l'ISO 26000 au monde des achats. Monde des achats en général, donc j'ai dit les acheteurs, la hiérarchie des acheteurs et tous les prescripteurs de biens et services. La deuxième raison elle est très simple, c'est que c'est la première norme en achat responsable. Et nous sommes assez fiers de ça, donc la France a pris un peu d'avance sur le sujet. Et la bonne nouvelle, c'est que cette norme va sortir dans quelques semaines, Meryl en parlera tout à l'heure, elle va sortir tout de suite en français et en anglais, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a déjà des demandeurs internationaux, et la deuxième, c'est qu'elle va être portée au niveau de l'ISO, pour peut-être être la base très prochainement d'une norme internationale. Et certains pays sont déjà demandeurs, le Brésil, la Suède, etc. Donc la fonction achat, peut-être Meryl, vous pouvez me répondre, va pas voir cette norme comme une contrainte supplémentaire, ce sera une opportunité. Il faut vraiment comprendre, oui, cette dimension de référentiel, de guide et d'aide comme réellement une opportunité, j'ai envie de dire, d'anticiper, de développer ses propres marchés, d'avoir un outil utile au quotidien dans son entreprise. Et c'est le message de toute façon qu'on cherche à faire passer sur tous les sujets qui traitent de la responsabilité sociétale. On a vraiment cette chance de pouvoir conduire une démarche responsable en termes, bien sûr, et je pense que Gérard va aussi revenir dessus, d'influencer les autres acteurs avec qui l'on travaille pour les encourager à s'engager dans une démarche de responsabilité sociétale. Dans la norme ISO 26000, il y a un mot qui est très important, c'est la notion de sphère d'influence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parfois un peu conceptuel, pas du tout. La sphère d'influence, c'est vous en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, dans quelle mesure j'ai la capacité de pouvoir encourager les acteurs avec lesquels je travaille, mes fournisseurs, mes prestataires, à les aider à mettre en place une démarche de responsabilité sociétale. Eh bien,
quand on s'adresse à ce référentiel achat, à cette norme NF, on est complètement dans cette logique. Comment je vais encourager du dialogue, comment je vais trouver des leviers d'action qui va me permettre de leur aussi démontrer que quand je parle d'achat responsable, je vise pas à les noyer, mais au contraire, à les faire réfléchir sur leurs responsabilités, à être aussi dans une logique de transparence et de comportement éthique, pour reprendre les mots qui sont chers à la norme ISO 26000, et de mettre en place une démarche de développement durable. Très bien. Donc en fait, Monsieur Capelli, effectivement, donc c'est un outil très opérationnel. Les différents points et quels acteurs sont cités, mentionnés dans cette norme et envers lesquels les acheteurs doivent travailler. Exactement comment ça s'articule tout ça? Donc nous avons choisi deux structures différentes pour le premier document et pour le deuxième, puisque les cibles sont différentes. Pour le premier, il s'agissait donc finalement d'aider un directeur achat à définir demain une politique d'achat responsable. Donc ce que nous avons fait, c'est décliner les 7 questions centrales de l'ISO 26000. Je les rappelle rapidement. Donc ce sont les 3 piliers classiques: social, sociétal, environnemental. L'économique est toujours en filigrane dans toutes les actions. Et puis les 4 autres, donc droits de l'homme, loyauté des pratiques, questions relatives aux consommateurs, et au-dessus de tout ça, la question centrale principale qui est la gouvernance, justement. Donc aider un directeur achat à élaborer une politique d'achat responsable, c'est effectivement lui permettre de décliner l'ensemble de ces questions centrales dans sa politique. Et la condition sine qua non, c'est que lui-même ait reçu de la part de son dirigeant, donc le gouvernant, entre guillemets, de l'entreprise ou de l'organisation, ait reçu un cadre. Donc c'est un petit peu un système de poupée gigogne. Si le directeur d'achat n'a pas reçu un cadre de politique générale RSE de la part de son dirigeant, il aura du mal à faire sa politique achat responsable. Le deuxième document a choisi une structure différente. Donc on a finalement balayé le processus achat qui se trouvait dans l'ancienne version de la norme. Un processus d'achat en 8 étapes. Ça commence justement par la politique d'achat, ça finit par l'exécution du contrat et le retour d'expérience. Et chacune des 8 étapes a été éclairée à la lumière des questions centrales et plus précisément des domaines d'action de l'ISO 26000. Donc qui comprend 36 domaines d'action, plus encore la gouvernance. Ça fait beaucoup de points, effectivement, qui s'incrustent dans un processus d'achat et qui donne l'aspect opérationnel des achats responsables. Très bien. Mais alors justement, l'introduction de cette norme dans l'entreprise, c'est les acheteurs seuls qui sont censés porter le projet? Est-ce que c'est avec la direction générale ou est-ce que c'est la direction générale qui doit d'abord être à l'initiative? Comment vous voyez les choses l'un et l'autre? Alors ce qui est important, et je pense que Gérard l'a souligné, quand on commence réellement à s'investir dans une démarche d'achat responsable, il faut bien comprendre que c'est l'ensemble des acteurs, des salariés, des fonctions de l'entreprise qui vont de toute façon se sentir impliqués. Donc le portage de la direction à son plus haut niveau, là aussi pour reprendre des termes qui sont un peu plus courants dans le monde de la normalisation, est une évidence. Par contre, le fait d'initier une démarche d'achat responsable, c'est peut-être la première étape. Parce qu'on le rencontre, j'ai envie de dire, s'il y a encore quelques années, la responsabilité sociétale ou le développement durable pour les entreprises, c'était la voie de l'environnement. Aujourd'hui, la voie des achats, c'est réellement un moyen de rentrer pour une entreprise dans une démarche de responsabilité sociétale. Mais pour aller plus loin, il va falloir à un moment, de toute façon, que la direction s'implique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix. Ces choix, ils sont stratégiques. Ça va être parfois pas toujours choisir le moins-disant, mais au contraire, par rapport aux valeurs qu'on aura définies au sein de sa propre entreprise, au niveau aussi de sa propre démarche de responsabilité sociétale, avoir un propre parcours dans sa politique achat. Donc c'est vrai que si ça peut être le point d'entrée, il faut que très vite, chacun se sente impliqué dans l'entreprise. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de parcours type, de toute façon, en responsabilité sociétale. Du moment que derrière, après, chacun se sentent investis de cette mission. La maturité la plus forte en termes de responsabilité sociétale, c'est quand au quotidien, à travers n'importe quelle fonction de l'entreprise, chacun vous dise « mais moi, je sais ce que c'est que la responsabilité sociétale ». C'est pas un gros mot pour eux. C'est vraiment, ça fait partie de leur travail, j'ai envie de dire, de leurs compétences au sein de l'entreprise, même si c'est pas leur tâche habituelle.
On sent que dans les grandes entreprises, la fonction achat est quand même plus mature que dans des entreprises de taille, on va dire, plus intermédiaires, et que les achats ont peut-être conscience qu'ils sont le point d'entrée de la RSE dans l'entreprise. Mais est-ce que vous pensez vraiment que cette norme, elle est dédiée et peut-être appliquée pour toutes les entreprises, ou est-ce que ça va quand même être plus compliqué dans les entreprises qui n'ont pas une démarche si aboutie en termes d'achat responsable? Je réponds à votre question en répondant également à la précédente. La RSE, c'est quelque chose, j'ai un témoignage sous les yeux, c'est quelque chose qui commence à irradier complètement. Donc quand on parle de démarche RSE, effectivement, Meryl l'a rappelé, ça balaye l'ensemble du paysage. Dans les postes les plus opérationnels d'une entreprise sont concernés, peu ou prou, par un des éléments de la RSE. Et si on va tout à fait en amont, aujourd'hui, la société ou la société mondiale commence, je pense, à irradier cette démarche de RSE. Puis si on se met entre les deux, le monde socio-économique, en Europe, en Occident, et on peut l'espérer dans d'autres régions ensuite, vont être de plus en plus non seulement concernés, mais acteurs dans cette démarche. La preuve très concrète, c'est la matinée qui a eu lieu ce matin, donc au MEDEF. MEDEF, c'est quand même l'association entrepreneuriale surtout des grandes entreprises en France, qui ce matin a lancé son guide RSE. Ça, c'est quand même une première et c'est un grand événement. Et dans ce guide, on balaye l'ensemble des questions centrales, on balaye l'ensemble des indicateurs du fameux décret du Grenelle 2, donc l'article 225, et notamment, on parle d'achat responsable. D'accord. Donc ça veut dire que ça va irradier. Et pour répondre à votre deuxième question, qui va être concerné? Toutes les organisations sont concernées par la RSE. Ce n'est pas uniquement les entreprises. Les associations, les ONG, les collectivités publiques. Parlons aussi du public, Bien sûr. qui aujourd'hui est très acteur, notamment en Europe et en France particulièrement, sur le développement durable et la RSE. C'est bien sûr les entreprises de toute taille. Ça va commencer par celles qui sont concernées par le Grenelle, qui, en lançant une démarche RSE, ont forcément une démarche d'achat responsable et qui vont irradier sur leurs propres fournisseurs. Donc, petit à petit, c'est l'ensemble du monde socio-économique qui va être concerné par ces démarches. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais cette norme va sortir en juin. Donc, fin juin, c'est bien ça? Fin juin, si tout se passe bien, puisqu'il y a eu un vote positif. Alors, pour la première partie, je le donne quand même parce que ça montre bien qu'elle a eu un beau consensus et une belle reconnaissance. 97% de votes positifs pour la première partie, 92% pour la deuxième, 300 commentaires qui vont être imputés à ce référentiel. Donc une sortie fin juin. Donc bien sûr derrière l'application. Alors c'est là aussi, je tiens à le souligner, c'est vraiment une norme outil d'aide et d'accompagnement. Donc on n'est pas dans la certification. Il faut d'ailleurs savoir, on va démystifier un peu le monde de la normalisation, 95% des normes ne sont pas certifiables. Ce sont des normes qui sont faites par et pour les acteurs économiques, privés, publics, pour tous ceux qui souhaitent un peu mieux fonctionner ensemble. Donc ça, c'est important de leur dire, tout comme la norme ISO 26000 qui, elle non plus, n'est pas certifiable. C'est pas l'ISO 9001 ou l'ISO 14001 avec un tampon Non, parce que là, on est dans des normes de système de management classique avec des exigences. Et j'ai envie de dire, on est moins sur des systèmes de performance à obtenir à tout prix que plutôt sur les moyens à mettre en place. Alors que là, on tient autant aux résultats que est-ce qu'on a mis les bons moyens et les bonnes méthodes en place pour obtenir les résultats qu'on espère. Et c'est la cohérence des deux qui nous permet vraiment de voir si on a bien réussi, on a bien compris une démarche de responsabilité sociétale et d'achat responsable. Nous avons eu beaucoup de débats sur le sujet, vous pouvez l'imaginer, à la fois pendant l'ISO 26000, elle est publiée maintenant depuis 1 an et demi, et sur cette norme achat responsable. Et la principale raison pour laquelle ces normes de type 4, donc des normes de ligne directrice plutôt que d'exigences, la principale raison pour laquelle elles ne sont pas certifiables, c'est qu'elles s'adressent à toutes les organisations. Donc autant on pourrait imaginer à long terme peut-être des normes dans des secteurs déterminés qui soient peut-être certifiables, autant sur des normes aussi générales, elles ne peuvent pas être certifiables puisqu'elles concernent aussi bien une association de 10 personnes qu'un grand groupe de 100 000 personnes.
D'accord. Donc la norme publiée fin juin, il y a eu une phase d'enquête publique qui a duré un certain temps, il me semble de 2-3 mois ou quelque chose comme ça. Justement, quelles observations vous ont été remontées? Quels sont les grands messages qu'on vous a donnés, qu'on a signifiés? Il y a eu beaucoup de commentaires de toutes sortes de parties prenantes. La plupart étaient même assez passionnés, mais plutôt des commentaires de forme, d'expression, de clarté. Donc de rédaction finalement que de fond. On a eu l'impression, et c'est plutôt positif, que finalement les commentateurs ne remettaient pas du tout en question le thème de la RSE et encore moins le thème des achats responsables, mais simplement, par exemple, le fait de ne pas mettre l'entreprise ou l'organisation doit. On a corrigé beaucoup de phrases où figuraient des doigts pour reprendre des expressions du type ISO 26000 comme « il convient de ». Et ce n'est pas tout à fait subtil, hein. C'est vraiment le fait qu'on est sur des lignes directrices et pas sur des exigences. Ensuite, expliquer certains mots comme la sphère d'influence ou le vocabulaire particulier à la RSE. Et puis enfin, être sûr que toutes les phrases étaient bien destinées au monde des achats. Donc d'être assez précis dans la partie 2 notamment sur le balayage du processus achat. D'accord. Vous avez eu des PME aussi qui se sont investis, qui ont montré leur intérêt par rapport à cette norme? Oui, les PME étaient très intéressés par le sujet et là on a dû parfois arbitrer parce qu'une PME aujourd'hui, beaucoup de PME disent souffrir. C'est pas pour rien qu'a été créée en France la médiation interentreprises. Donc il fallait parfois un peu réguler les ardeurs parce que la norme est faite pour tous les utilisateurs, associations, grands groupes, PME. Donc on a eu quelques remarques un peu acidulées qu'il a fallu simplement traduire en propos objectifs et constructifs dans le texte. D'accord. Et quel dispositif de communication vous allez mettre en place, de promotion pour valoriser cette norme auprès des entreprises et les sensibiliser à adhérer à cette norme? Parce que là, c'est lors de la promotion, j'imagine, qui va venir. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Alors l'idée, c'est vrai qu'autour des métiers de l'AFNOR, on a différentes entités, notamment une entité qui s'occupe bien sûr d'éditer la norme et d'éditer également des ouvrages qui traitent des achats durables. Donc forcément, il y a la promotion de ces ouvrages lors de réunions, notamment de matinales avec les auteurs qui seront invités. Mais nous comptons, alors nous l'avions un peu avancé au 14 juin dans l'idée d'une matinale. Il faut savoir que je fais partie de la délégation régionale Île-de-France du groupe AFNOR et que régulièrement nous organisons des manifestations libres d'entrée sur des thématiques qui font référence à des référentiels justement sortants, qui viennent d'être publiés. Sur les achats responsables, nous allons programmer une nouvelle réunion dès septembre, ouverte à tous. L'idée, ce sera avant tout bien sûr de présenter dans le détail le référentiel et surtout de pouvoir échanger sur ceux qui ont déjà eu la chance de pouvoir l'appliquer ou d'avoir mis en œuvre ce type de démarche aussi bien auprès des acteurs publics que privés, aussi bien avec des PME que des grands groupes. Donc ce sera un lieu d'échange où nous allons promouvoir cette norme. Après, j'ai envie de dire, c'est au rôle aussi de chaque expert qui était membre du groupe de travail, dès qu'il le peut, mais généralement les experts sont tellement impliqués parce qu'il faut le vouloir pour faire pour participer à la rédaction d'une norme, c'est du temps consacré. J'imagine. Généralement, on adhère à l'AFNOR, on finance les travaux, donc et c'est beaucoup d'allers-retours. Donc on est plutôt porteur quand le référentiel sort, et c'est eux qui sont généralement les plus brillants pour promouvoir les référentiels qui sont publiés. Alors c'est vrai qu'en plus on aura, j'ai envie de dire, une double change, c'est que si l'ISO, donc l'Organisation internationale de normalisation, se penche sur la norme NF comme document martyr, donc document initial, pour imaginer la suite logique d'un document international sur les achats responsables, ça mettra encore plus en avant ce référentiel. Je citerai également les autres acteurs de la commission, l'OPSAR, l'Observatoire des achats responsables, qui a une grande audience, la CEDAF, qui était demandeuse également pour ce type de document, tous les acteurs de la commission, mais également tous ceux qui vont acheter la norme, qui petit à petit donc vont répandre la bonne parole.
Ça marche comme ça. Et le petit message particulier, c'est cette norme, elle a de fait déjà un impact important puisque c'est la première norme et puis elle a l'air d'être appréciée compte tenu des commentaires que nous avons reçus. Mais elle aura un impact énorme si les grands groupes qui font en France quand même 60%, un peu plus de la valeur ajoutée, il faut le rappeler, en France, si les grands groupes portent cette parole. Et ça veut dire donc la parole de la RSE en général et la parole des achats responsables en particulier sur la base de cette norme. D'accord. Et bon, on a compris que c'était une norme très vaste, responsable, donc ça regroupe tous les piliers un peu du développement durable. Est-ce qu'il y a des exemples concrets, des applications concrètes pendant qu'il y a eu l'élaboration, des entreprises qui ont fait, des simulations, ou un exemple de bonne conduite par rapport à cette norme, des choses ou pas encore? Des retours d'expérience et des bonnes pratiques, il en existe beaucoup. Ouais. Qui collent clairement au référentiel, c'est difficile parce que c'est vrai qu'on a besoin aussi de s'approprier le référentiel. Bien sûr. Mais on n'a pas, j'ai envie de dire, attendu le référentiel achat responsable pour que la question, justement, relation client-fournisseur existe. Je vous prends juste l'exemple, par exemple, de la FNOR, qui, depuis déjà quelque temps, a elle-même une entité dédiée aux achats responsables et qui met en place tout un système d'outils, de plateformes, de facilitation de relations entre clients, fournisseurs pour aider justement ce lien, trouver des leviers d'action communs. Parce que c'est important de dire, c'est pas uniquement, il faut vraiment que les grands groupes, ça je te rejoins là-dessus, l'imaginent, c'est pas que contraindre ces fournisseurs, c'est les aider, les accompagner à s'engager dans cette démarche. Donc il faut trouver une plateforme de dialogue. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, tout organisme que nous sommes sur des sujets qui nous paraissent primordiaux, nous sommes lancés dans les achats responsables. Il y a tout un tas d'autres organisations qui l'ont également fait, mais c'est important de l'avoir en tête, des bonnes pratiques. Quand on réalise des diagnostics en ce moment en termes de responsabilité sociétale auprès de PME, j'en rencontre. Même il y a 4 mois de ça, j'étais sur un petit fabricant de pâtisserie qui distribue dans des universités locales dans la région Poitou-Charentes. Petite entreprise d'une 20aine de personnes. En plus de leur fabrication artisanale, ils sont en relation avec des gros, comme Kraft, et ils leur ont, en quelque sorte, imposé des cahiers des charges pour que leurs produits correspondent bien à ce que eux leur proposaient. Alors parfois, ils ont supprimé l'idée d'avoir telle ou telle friandise ou boisson. Donc c'est une implication très forte pour eux. Ils sont 20. Mais c'est aussi un moyen de dialogue différent avec le grand groupe. Et là, vous voyez, on est dans une autre relation. C'est plus le grand groupe qui dit à la PME, c'est la PME qui parle aussi au grand groupe. Et là, on est dans une autre logique. C'est dire, tiens, pourquoi pas ? Les exemples qui ont été cités par tous les acteurs de la commission, et donc les rédacteurs jusqu'à la fin, étaient des exemples extrêmement concrets et vécus. Qui tiennent au fait que la norme achat responsable, et en amont la norme ISO 26000, fédère toutes sortes d'autres normes, et de labels, et de bonnes conduites, et de bonnes pratiques extrêmement concrètes. Ce qui fait que les exemples, c'est que un donneur d'ordre, je ne vais pas encore dire grand groupe, parce qu'on va penser que je focalise sur les grands groupes, en tous les cas on va dire un grand client, c'est plus simple. Un grand client va avoir, et c'est fondamental, c'est quand même le message principal de cette norme, c'est que le critère qui a été trop longtemps pendant ces 30 dernières années, le prix, et le prix à court terme, et le prix direct, ce critère-là qui écrasait tous les autres, les choses sont en train de changer un tout petit peu quand même. Je ne dis pas que c'est gagné encore, ça change progressivement. Et donc le modèle socio-économique est en train de changer. Ce sera long. Les experts, comme Patrick Dumière par exemple, pensent qu'on en a quand même pour 15 ou 20 ans. Donc ça veut dire une génération pour les jeunes gens qui sont dans la salle. Mais la grande différence dans le deuxième modèle, c'est qu'un fournisseur, là je parle par exemple de petits fournisseurs, peut être reconnu sur autre chose que le prix direct à court terme pour les 6 mois ou l'année qui viennent. Ça veut dire par exemple d'être vertueux dans le domaine social. Il a le label diversité, par exemple, au hasard.
Ça veut dire d'être vertueux sur l'aspect environnemental. Il est certifié ISO 14001, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que toutes les bonnes pratiques qui étaient auparavant parcellaires sont fédérées par ce type de normes, achat responsable et en amont ISO 26000. Donc vous espérez beaucoup, j'imagine, sur le long terme par rapport à cette norme. Vous pensez vraiment que ça pourrait être un outil d'optimisation de la gestion de la relation fournisseur et vraiment, pourquoi pas même d'acheter différemment et de voir émerger un nouveau métier d'acheteur ? Tout à fait. Moi, j'étais la partie prenante plutôt fournisseur que client. Il y avait beaucoup d'acheteurs dans le groupe, évidemment, mais le témoignage unanime des acheteurs, des publics, privés dans la commission, était effectivement un constat de changement de ce métier. Comme tous les métiers de l'entreprise à terme, la RSE ne laisse pas une entreprise indifférente. Donc ça veut dire que tous les métiers, en commençant par la gouvernance, tous les métiers vont être impactés, c'est le mot de la norme, par la RSE. Et notamment le monde des achats. Et ce qui nous a réjoui, c'est que finalement, les achats responsables, ce thème des achats responsables, qui est transversal, est celui aujourd'hui qui semble accrocher le plus. Donc ça veut dire intéresser non seulement les acheteurs et leur hiérarchie, mais intéresser toutes les entreprises qui cherchent, on va dire, un appui concret de la RSE. Très bien. Et je crois que vous avez peut-être un petit message à faire circuler par rapport... Oui, comme la publication va se faire fin juin, il faut savoir que par rapport à ce salon dans lequel nous sommes, si vous vous inscrivez en passant à notre stand, c'est le B23, vous aurez sur la publication de cette norme, puisque c'est, comme toute norme, la norme est payante, moins 20%. Donc si cette norme vous intéresse, c'est le seul lieu où il y aura cette réduction. Ça fait un peu promotion, mais c'est un moyen d'avoir des normes moins chères. Et pour ceux qui connaissent le prix des normes, c'est pas toujours négligeable. Profitez-en parce que c'est pas courant dans le domaine des normes. Moi, j'ai un deuxième message qui est tout à fait gratuit. C'est un livre qui a été édité donc sur les achats responsables à la Fédération des industries électriques et électroniques. Il est gratuit. Là aussi, c'est rare, donc profitez-en. Il est sur le site de la FIEC, FI2EC. Et le titre, c'est Réinventer notre industrie, le rôle essentiel des achats. Et le thème global, le thème générique, c'est le thème des achats responsables. FIEC, FI2EC, téléchargement gratuit. Très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas si on peut passer peut-être à des questions avec la salle. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée aurait éventuellement une petite question à poser ou pas? C'est toujours un peu dur de lever la main le premier. Bon, moi, je vais poser une question. En fait, c'est vrai que j'avais vu dans le baromètre Opsar de l'année dernière que malgré la crise économique, 60% des entreprises avaient comme objectif justement de promouvoir les achats responsables. Est-ce que vous pensez qu'avec cette norme, on va vraiment atteindre des résultats plus importants malgré la crise économique? Parce qu'on est quand même dans une optique de cost killing, il ne faut pas se leurrer. Les achats responsables, c'est une priorité, mais ce n'est pas la première priorité. Comment vous voyez ça avec le contexte actuel? Je pense que c'est important, hein, Gérard l'a souligné, c'est un vrai changement de comportement, ces démarches. Ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est des vraies décisions stratégiques derrière. Donc forcément, il faut assimiler. L'intérêt, il existe. Il est là, on le rencontre. La salle, aujourd'hui, elle est pleine. Quand on organise des manifestations autour de la responsabilité sociétale, les salles sont pleines, voire même parfois trop, parce qu'on n'a plus de place. Donc ça veut dire que l'intérêt, il existe. La transformation de l'intérêt, c'est quoi? C'est la formation, la sensibilisation, la montée en compétences. Et puis après, c'est des décisions cruciales, de long terme, globales, qui demandent un véritable investissement, un choix. Derrière, il y aura de l'innovation, il y aura de la gestion des risques, des opportunités qu'on peut trouver derrière. Donc ça ne se fait, j'ai envie de dire, l'échelle de 10 ans, oui, je crois qu'il faut avoir conscience que ça se fera en 5-10 ans. Moi, déjà, je trouve qu'en 5 ans, la responsabilité sociétale a pris un champ considérable, même si, justement, on est dans une situation économique pas simple. Et on a des entreprises qui ont réussi, j'ai envie de dire, justement, en se différenciant par rapport à ce sujet, à pouvoir continuer leur croissance alors qu'elles étaient dans des secteurs, je prends l'exemple de l'imprimerie,
largement en difficulté. Donc, il y a des opportunités également de développement et de croissance. Mais il faut laisser le temps, j'ai envie de dire, de retour d'expérience, de bonnes pratiques, et puis aussi que les entreprises qui sont toujours dans les wagons de tête réussissent à convaincre les autres. Et donc, nous, on se fera vraiment l'objet pour permettre à ces entreprises de témoigner de leur retour d'expérience positif et de convaincre les autres. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à encourager les autres entreprises à s'engager. Vous partagez le même point de vue, Monsieur Capelli? Vous appelez Christophe, je crois. Vous appelez Christophe, votre prénom? Charles. Charles. Pourquoi Christophe? Je ne sais pas. J'avais envie de vous appeler Ça commence par la Christophe. même lettre. Charles, moi j'ai beaucoup apprécié votre animation. Il y a juste un mot. Je voulais vous dire que là, j'ai pas du tout apprécié, c'est le mais. Je vous le dis, mais en souriant. Il faut surtout pas dire mais. Ça veut dire que c'est pas les achats responsables ou le système des 30 piteuses. C'est pas les achats responsables où on fait du pognon. C'est les deux. Et c'est pas moi qui le dis. Je suis pas adhérent du MEDEF, mais je répète, je vais faire de la pub pour le MEDEF aujourd'hui. Ce matin, l'argument fort, ça a mis un certain temps, mais voilà, l'argument fort de ce matin du MEDEF, première association entrepreneuriale française, surtout grands groupes, mais également quelques PME, c'est la RSE est un levier de création de valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi bien les achats responsables que les démarches dans l'ensemble des questions centrales, sociales, sociétales, etc., sont des démarches qui vont profiter à l'entreprise et, on l'espère, au système socio-économique global. Donc c'est pour ça que ça va être un peu long, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup dans une entreprise passer d'un système qui était très clairement un système de prix direct court terme à un système où on réfléchit un peu et on réfléchit aux impacts à moyen terme et à long terme. Donc c'est pas mais, c'est les deux, avec le temps et surtout la progressivité des démarches. Effectivement, il faut prendre son temps et je pense que le message est passé. Est-ce qu'il y a des questions de nouveau ou allez-y, n'hésitez pas. Ou alors est-ce qu'on a dit vraiment les choses de façon très claire et dans ces cas-là, tant mieux aussi. Ah, je vois une petite... Alors, on va vous amener un micro. J'ai entendu européenne. Ouais, une européenne. Et avec les autres entreprises européennes, comment ça se passe? Dans les entreprises Européennes. Européennes. On est en Europe. C'est vrai qu'il y a la dimension européenne à pas négliger. En fait, la RSE n'est pas française, hein, elle est mondiale. La norme ISO 26000 porte sur un champ mondial. Et ce qui a été présenté ce matin sur les conséquences du reporting du Grenelle 2 concerne toutes les entreprises et évidemment les entreprises internationales, hein, qui, quand elles se lancent dans une démarche RSE, font pas une démarche RSE pour leur siège français ou leur filiale française, elles font une démarche RSE pour l'ensemble des pays. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est que, je le disais, la France a un peu d'avance dans ce domaine, mais la norme ISO 26000 ou les normes de reporting extra-financier sont internationales, et la communauté européenne, pour répondre à votre question, aujourd'hui a édicté des textes sur la nouvelle stratégie RSE, donc on est totalement en phase. Et juste aussi pour rebondir, c'est pas parce qu'une norme suit une marque nationale, comme les normes NF, qu'elles ne sont pas utilisables au niveau européen ou même au niveau international. Quand on a toujours des référentiels français, mais je vous parle à l'époque du SD 21000, il a utilisé comme outil, c'était un référentiel français, notamment au niveau du Québec, par exemple, ou même à niveau d'autres pays. En fait, et je pense que vous connaissez tous, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre vous, une norme qui s'adresse à la santé et sécurité au travail, qui s'appelle OHSAS 18001. C'est pas une norme internationale, c'est une norme britannique qui est utilisée mondialement. Un référentiel, quand ça fonctionne, quand il a du succès, quand il est plébiscité par les organisations, c'est ça qui en fait la référence. Il est dupliqué ailleurs ou d'autres pays peuvent le suivre. D'accord. Autre question? On a été très 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 clair. Bon, bah écoutez, je pense que on a fait un peu le tour de la question. Merci à vous deux pour vos interventions. Merci à vous. Voilà, et merci à vous, que Charles. le message a été passé. À très bientôt et bonne fin de salon.